Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme chaque mercredi, on vous donne la parole sur Studio Qualita, l'émission qui vous donne la parole pour nous contacter et pour participer à cette émission. Rien de plus simple, il suffit de nous appeler au 050 430 80 20. 050 430 80 20, vous nous laissez un message sur notre boîte vocale et nous reviendrons vers vous pour participer à cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos émissions sur studioqualita.com ou bien en téléchargeant notre application de Studio Qualita que vous trouvez sur Apple Store et sur Google Play. Et nous accueillons notre premier auditeur ce matin dans cette émission. Bonjour Félix Pérez. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler d'une période un peu personnelle, hein, une période de votre vie, de l'époque où vous étiez en Tunisie, à Tunis. Non, j'aurais voulu parler plus généralement des événements qui m'ont amené à retourner au judaïsme et à Israël. D'accord. Ça vous va? Oui, c'est très bien aussi. Alors voilà, donc effectivement... Mais ça a rapport avec Tunis. Ah oui, les vraies racines sont en Tunisie. Ah, je savais bien qu'il y avait un rapport. le choc déclenchant, c'est la guerre des 6 jours, justement. C'est l'événement déclencheur. Donc le 5 juin 67, le lundi, nous sommes avec mes parents au balcon, au-dessus de la grande synagogue de Tunis. Je ne sais pas si vous avez la photo. Oui, nous la voyons. Voilà, on est dans l'immeuble que mon grand-père a construit au-dessus de la synagogue et nous voyons des foules hostiles défiler, criant des slogans anti-juifs, antisémites, pas seulement anti-israéliens. Donc pendant la guerre des 6 jours. Le premier jour, le 5 juin, brûlant la grande synagogue de Tunis et sortant le plus marquant pour un enfant de 10 ans, et pour tout le monde d'ailleurs, sortant un Sefer Torah de cette synagogue, l'enflammant en partie et urinant dessus, c'était le paroxysme, urinant sur le Sefer Torah. Et mes parents, à ce moment-là, mon oncle et mon père sont comme fous, ils cherchent à tout prix le pistolet familial pour tirer sur cette foule, tellement ils sont en colère. Ils ne trouvent pas le pistolet familial parce que ma grand-mère, leur mère était très intuitive, avec une intuition folle, elle avait caché ce pistolet ce jour-là. Et elle a évité un massacre parce qu'évidemment, s'ils l'avaient trouvé, ils auraient tiré dans la foule et il y aurait probablement eu un pogrom à Tunis ce jour-là. Donc vous êtes où vous avez donc 10 ans, vous êtes au balcon de votre bâtiment, de l'appartement où vous habitez, face à la synagogue et vous voyez donc cette foule en train de protester, de manifester devant la synagogue, de prendre aussi le Sefer Torah et de le détruire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous à ce moment-là? Je vous dis, moi, mes parents veulent tirer sur cette foule et voilà, et ils trouvent pas le pistolet, donc voilà. Alors, pourquoi c'est marquant pour vous cet événement? D'abord, c'est marquant de voir une foule uriner sur un Sefer Torah et le brûler quand même. Le Sefer Torah, c'est ce qu'il y a de plus sacré, et une foule brûler une grande synagogue, qui est la chose la plus sacrée, la plus pacifique. Et puis, de voir mes parents hystériques, quoi. Et voilà, c'est absolument marquant. Le 7 juin, alors c'est marquant dans l'autre sens. Mon oncle nous annonce sous le manteau, parce qu'Israël, on l'appelait le Canada en Tunisie, parce que c'était tabou à cette époque-là, on n'avait pas le droit de dire le mot Israël. Donc les Juifs l'appelaient Canada. Donc tous les Juifs à Tunis s'appelaient Israël-Canada. Donc pourquoi on n'avait pas le droit de dire le mot Israël en Tunisie? Parce que c'était deux pays en guerre. La Tunisie était un protagoniste de cette guerre. Elle avait envoyé quelques... Mais même quand vous étiez chez vous, entre vous, on ne prononçait pas ce nom? On disait sous le manteau parce qu'il y avait la femme de ménage arabe qui était là, il y avait les voisins, il y avait... Vous voyez. Donc, alors on faisait attention, on n'était jamais trop prudents. Donc les Juifs rentraient au café, etc. Il y avait des Arabes qui passaient dans la rue, donc disaient le Canada. Alors le Canada, c'était Israël. Alors le 7 juin, donc le mercredi, mon oncle nous annonce donc la prise de Jérusalem, mais évidemment discrètement, il l'a su par les radios, on écoutait tout dans les radios, et familialement, je me rappelle cette ronde de joie, on se tient par la main à la maison et on danse une ronde de joie, évidemment discrètement, mais ça marque aussi une vie, dans l'autre sens cette fois-ci, après
Ce traumatisme négatif, on a un traumatisme positif. Vous étiez donc au courant de ce qui se passait quand même, malgré le fait que... Par les radios, oui. Voilà, on captait toutes les radios. Je me rappelle à l'époque, les radios captaient la Tchécoslovaquie, la Pologne, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y avait les ondes moyennes, les ondes courtes, qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà. Alors en juillet 67, beaucoup de Juifs s'aperçoivent qu'il n'y a plus d'avenir en Tunisie, dont mes parents, on part sans rien pour la France, voilà. Et, donc le grand départ se fait bien après la guerre des 6 jours. Bien après, un mois après, c'est très rapide. Un mois après, c'est très très rapide. Parce que vous vous êtes rendu compte que la Tunisie était devenue une terre hostile. Hostile et sans avenir, quoi, effectivement. Israël allait s'installer durablement au Moyen-Orient, que Dieu était de notre côté là-bas, et donc vous partez en France. Voilà, on part en France, et là je rencontre un autre phénomène fondateur. Au lycée, je rencontre l'antisémitisme, qui est chrétien à l'époque, il n'est pas musulman. Les musulmans ne sont pas encore antisémites à l'époque, mais les chrétiens le sont à l'époque, qui ne sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'antisémitisme chrétien est très rare, mais l'antisémitisme musulman est beaucoup plus répandu. À l'époque, c'était l'inverse, et donc je vis ça au jour le jour, c'est absolument invivable, mais je suis un petit gringalet, tout faible, tout chétif, tout petit, il y avait des costauds dans les classes. Et puis en 4e, il y a un costaud comme ça qui n'arrête pas, et un beau jour, j'en peux plus, on dit entre guillemets, je pète un câble, et je sais pas avec quelle énergie, comme le petit David devant Goliath, avec quelle énergie je prends mes poings et je le massacre à terre. Vraiment, je le massacre à terre. Et beaucoup de courage donc à ce moment-là. Pas du courage, non, alors même pas, c'est un débordement, un trop-plein, voilà. C'est même pas du courage. Et vous avez insulté ? Comment ? Oui, pas tout le temps, c'est tous les jours. C'était tous les jours des insultes. Pas moi-même, c'était des insinuations, des insultes générales sur les Juifs, de lui, de d'autres, et lui en particulier, voilà. Et pas personnel forcément, D'accord. Voilà. Alors il s'appelait, je me rappelle encore, Serge Tolède, et alors l'ironie, c'est que 10 ans après, lors de mon service militaire, je le croise à nouveau dans un vestiaire au service militaire, et on se tombe dans les bras. L'antagonisme était tombé à l'époque et il est tombé depuis parce que voilà, il faut se faire respecter. Et quand vous vous faites respecter... Mais ça a quand même forgé une certaine identité chez vous. Ah oui, complètement, tous ces événements-là. Bien sûr. Alors je continue avec ces événements. En 78, donc, lors de mon école d'ingénieur, je fais un stage d'ingénieur au Ternion. C'est la première fois que j'arrive en Israël et je me rappelle à l'époque, on descendait de l'avion sur le tarmac. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on descendait les escaliers. Oui, bien sûr. Il n'y avait pas les passerelles d'aujourd'hui. Non, mais c'était très bien. Alors du coup, une folie me prend. Je me baisse et j'embrasse la terre d'Israël. Ouais. Voilà. C'était l'amour fou déjà. L'amour fou. Et c'était votre premier voyage en Israël ? Mon premier, absolument. Donc j'avais 21 ans. Voilà, 21 ans. Et en fin 79, à la fin de mes études, on m'invite par hasard à un premier cours de Torah. Ça s'appelait Sciences et Torah par le professeur Jackie Goldberg. Oui. J'y vais un peu à reculons. Comment ? Au Ternion. Non. Alors non, il y a deux Jackie Goldberg. Il y a un Jackie Goldberg au Ternion qui m'a piloté mon stage, qui est un grand savant nucléaire qui aurait pu avoir le prix Nobel. Et il y a un Jackie Goldberg, son homonyme, à Paris, qui a écrit beaucoup de bouquins sur... C'est pas mal. Qui aurait pu avoir un prix Nobel de biologie sur les fourmis, les singes, etc., et qui était un orthodoxe très strict et qui donnait des cours Sciences et Torah pendant des années. Il a fait revenir à la Torah beaucoup de jeunes, dont moi, et voilà, donc j'ai rencontré ma femme là-bas. Ça a été très marquant, et alors j'ai été pris d'une folie de retour à l'étude. Donc je séchais tous mes cours à l'école des mines pour aller au centre Rachi. Il y avait une bibliothèque fantastique de Torah, et des cours fantastiques du rabbin Messas, de tout un tas de gens de l'époque. Et voilà, c'était une époque où j'ai tout appris. Et c'est à ce moment-là que vous avez forgé aussi votre identité juive, en fait. C'est un autre événement. Après, j'ai fréquenté la choule du grand rabbin Guggenheim. Donc là, le retour au Talmud, cette fois-ci au vrai texte de la Mishnah, de la Gemara, du Talmud. Le Rav Bochko à Elisabethville, la yeshiva de Montreux, qui est aujourd'hui à Korav Yaakov. Donc le Rav Bochko, très très fort contact également. Et donc une vie communautaire en dehors de ma vie professionnelle très riche également, un service des étudiants pratiquants, au service du Bnei Akiva, donc pendant 30 ans. Et donc évidemment dans cette ambiance, mes enfants élevés là-dedans sans que je leur dise rien font tous leur aliyah après le bac. Et donc
automatiquement, vous suivez aussi... j'aurais fait même s'ils seraient restés à Paris. On a des amis dont les enfants sont restés à Paris qui ont fait leur alia. Et donc, même si mes enfants... On avait décidé de faire notre alia avant la fin de notre carrière professionnelle. Très bien. Donc, on a fait notre alia en 2010, voilà. Et alors, ce qui est amusant, l'ironie du sort, à la photo que vous avez à Tunis, mon grand-père avait construit un immeuble, donc nous occupions le premier et le troisième étage devant cette grande synagogue de Tunis. Et on s'est retrouvé à Jérusalem au premier et le troisième étage, pareil, devant la plus grande synagogue tunisienne de Jérusalem. Donc, qui se trouve où ? Juste devant, rue Mekor Chaim, c'est ce qui s'appelle la synagogue Belaïch. Bien sûr. Voilà, c'est mon troisième Rav. Donc, j'ai 3 Rav, Rav Guggenheim, Rav Bochko et Rav Belaïch. C'est une personnalité, c'est un grand médecin également, un grand pilote d'hélicoptère. Tout à fait. C'est une personnalité et un grand humoriste d'une richesse incroyable. Très bien. Et donc voilà, on a survolé votre parcours très intéressant de Tunis. Donc j'incite les gens à revenir à la Torah, au Talmud surtout, et à Israël, à l'Alia. Bien sûr. Voilà, on a survolé en quelques minutes votre parcours de Tunis en passant par Paris pour arriver à Jérusalem. Merci beaucoup Félix d'avoir été avec nous ce matin. Bonne Chag Sameach déjà depuis. À bientôt. Bien, bye. On continue dans un instant avec un autre auditeur ou auditrice. Toujours, on vous donne la parole sur Studio Kalita et nous passons à notre second auditeur ce matin avec Alain Rosenquier qui est avec nous depuis Paris. Bonjour Alain. Bonjour. Paris sous la neige. Paris sous la neige, oui, à la veille du début du printemps. Bon, alors, on n'est pas ensemble pour parler de la météo, mais plus exactement un sujet que nous avons déjà évoqué dans cette émission. Il s'agit du festival du cinéma israélien qui a ouvert déjà ses portes ou qui va ouvrir ses portes très prochainement. Qui a déjà commencé. Qui a déjà commencé avec le film... qui a fait un peu parler de lui, même beaucoup parler de lui. Et vous voulez nous dire, vous voulez en parler, vous voulez vous exprimer sur ça ce matin ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je voudrais exprimer ma compassion et mes condoléances aux familles des 3 victimes des actes de terrorisme qui sont produits ces derniers jours. Bien sûr. On ne peut qu'espérer qu'on trouve une solution enfin politique pour sortir de ce cycle de la violence. Il serait temps à la veille de Pessah. On rappelle, vous êtes porte-parole de l'association La Paix Maintenant à Paris. Je suis le président de l'association La Paix Maintenant, effectivement. D'accord. Donc, qui est une association qui est solidaire de Shalom Arshav en Israël et qui milite pour une solution basée sur le principe de peuple, deux États. Alors, je voulais effectivement parler du Festival du cinéma israélien de Paris qui a commencé le 13 mars et donc qui se termine demain soir. Oui. Ce festival rencontre un succès certain cette année dans sa 18e édition. Des centaines de personnes assistent aux différentes séances du festival et je crois que ce festival peut remercier Miri Regev de la publicité qu'elle a fait. Bien sûr. Voilà, la ministre dite de la Culture qui était intervenue pour interdire la présence de l'ambassadrice lors de la séance d'ouverture du festival, alors que l'ambassade d'Israël est partenaire du festival pratiquement depuis l'origine, je pense en tous les cas depuis de très nombreuses années. Et cette décision avait été prise par Miri Regev, donc ministre de la Culture, en raison de la diffusion du film Foxtrot. En raison de la diffusion du film Foxtrot. Alors on peut s'étonner de cette intervention très tardive de la ministre de la Culture auprès de l'ambassade qui dépend d'ailleurs du ministère des Affaires étrangères et non pas du ministère de la Culture. Éventuellement, les choses auraient pu intervenir plus tôt. Enfin, la demande officielle aurait pu intervenir plus tôt.
Simplement, il aurait fallu pour ça aussi avoir une certaine connaissance de la réalité française. On ne peut pas prendre des décisions sans connaître le contexte. Il faut savoir que ce festival est parrainé et hébergé déjà depuis 2 ans par Sophie Dulac, qui est une productrice et une distributrice. Elle assure donc l'hébergement du festival dans son cinéma, le Majestic Bastille, qui est une salle de qualité, qui offre un peu un espèce d'écrin, ce bijou qu'est le Festival du cinéma israélien. Et en plus de ça, elle sera la distributrice du film en France lorsqu'il sortira dans les salles, ce qui n'est pas encore le cas. Donc il était évident que ça n'avait aucun sens de lui demander de se dédire. Elle, en aucun cas, compte tenu de ses différentes casquettes, elle n'aurait pu, pour autant que cette demande soit justifiée, elle aurait pu répondre favorablement à cette demande. Alors ce festival d'habitude suscite l'intérêt surtout de la communauté juive de Paris et des environs, et puis de quelques adeptes du cinéma, parce qu'on sait que le cinéma israélien a le vent en poupe depuis quelques années. Donc il y a également des cinéphiles qui profitent pour se mettre en courant à la fois des dernières parutions et pour mieux connaître les auteurs. Et cette année, on a en plus entendu parler du festival, même dans les médias non juifs, on va dire. Tout à fait. Il y a cette sortie intempestive de la ministre de la Culture qui finalement prenait une espèce de boycott de ce festival, alors qu'Israël est en but aux actions de BDS et proteste contre le boycott, et évidemment a fait les titres de la presse française, que ce soit le Parisien, le Figaro, enfin la presse nationale qui d'habitude ne rend pas compte du festival du film israélien. Et les boycotteurs d'Israël ont fait preuve d'humour pour une fois en disant ce n'est pas la peine de boycotter le festival, l'ambassade d'Israël s'en charge elle-même. Vous avez été à ce festival, vous avez été voir quelques films? Alors je suis allé à ce festival et j'étais à l'ouverture, à la séance d'ouverture, donc pour voir ce film que je n'avais pas vu, dont j'avais entendu parler. Et on se demande pourquoi tant de bruit pour ça, parce que on peut aimer ou ne pas aimer ou avoir un avis partagé sur ce film, ce qui était le cas d'une partie du public. En tous les cas, un avis sur la qualité du cinématographique du film, ou sur un avis sur ce qu'il représente et sur les idées qu'il essaye de mettre en avant? Non, plus sur la qualité du film. Les idées qu'ils mettent en avant sont des idées... justement, c'est là où on se dit que... de toute façon, Miri Regev avait reconnu qu'elle n'avait pas vu le film. Oui. Ce n'est en rien un film anti-israélien, anti-armée. L'incident qui est relaté et qui a suscité sa réaction, c'est-à-dire cette bavure commise par des soldats à un checkpoint et qui est camouflée par les autorités supérieures, ne dure que quelques instants. Elle a une importance dans le film, bien entendu, sur le plan narratif, mais en aucun cas elle ne présente ces soldats comme étant d'affreux tortionnaires, d'affreux assassins qui ne se préoccupent en rien de la vie des Palestiniens. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film, on voit qu'il y a une espèce de connivence qui se noue quelques instants avant l'incident entre le soldat et la jeune Palestinienne. À l'intérieur de la voiture, il y a une confrontation, je dirais, psychologique de regard avec le jeune Palestinien qui est conducteur du véhicule. C'est Samuel Maoz qui a réalisé ce film, le réalisateur. Tout à fait. Et vous... Qui avait déjà réalisé Lebanon, effectivement. Bon, enfin, je pense que vos auditeurs sont au courant un petit peu de l'historique du film. Vous pensez que c'est en fait une tempête dans un verre d'eau, cette histoire autour de ce film? Alors non, c'est-à-dire c'est pas une tempête dans un verre d'eau, c'est une tempête dans un verre d'eau par rapport au film où effectivement il y a eu une incompréhension, une méconnaissance
du film et sur lequel on reviendra. Ce n'est pas une tempête parce qu'il traduit une volonté de normalisation, entre guillemets, d'une partie de l'establishment israélien et en particulier de la ministre de la Culture, qui de voir des films et des œuvres littéraires et des œuvres théâtrales qui soient à sa botte, qui correspondent aux opinions politiques qu'elle promeut, avec des menaces de sanctions, de couper des subventions. Donc c'est une tempête dans un verre d'eau par rapport à l'accusation qui est portée. Ce n'est pas, me semble-t-il, une tempête dans un verre d'eau par rapport au projet, à la volonté de remise au pas de l'établissement culturel, des intellectuels, des intellectuels Ce que vous contestez, en fait, Alain, c'est le fait de l'intervention un peu trop poussée de la part de la ministre de la Culture dans des affaires justement culturelles, de cinéma, aussi de théâtre. C'est l'intervention, et c'est une intervention surtout qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire de la part d'un ministre de la Culture afficher une telle inculture, c'est quand même extrêmement gênant, et gênant pour Israël. Mais est-ce que l'argument avancé par Miri Regev, justement, de dire justement que l'État d'Israël ne peut pas se permettre de subventionner des œuvres ou des films ou des pièces de théâtre, alors peut-être que dans Foxtrot c'est pas flagrant, mais il y a d'autres pièces ou d'autres films qui sont vraiment des pièces qui sont anti-israéliennes. Est-ce que l'État d'Israël doit financer ce genre d'œuvres ? Pour l'instant, on n'a pas vu véritablement de pièces ou d'œuvres qui soient totalement anti-israéliennes, qui puissent être critiques à l'égard de la société israélienne, qui soient véritablement anti-israéliennes, qui se rangent uniquement du côté des terroristes, etc. On n'en a pas vu, même si dans certaines pièces, on a donné la parole à des terroristes. Voilà, on comprend que ça puisse choquer, mais toutes les sociétés qui ont connu des guerres ont été confrontées à ce type de situation. Ne parlons pas des États-Unis avec la guerre du Vietnam, la France avec la guerre d'Algérie, où effectivement il y a eu aussi des actes de torture commis par des soldats français. Il y a eu des films ou des œuvres qui ont, après un certain temps, on laissait des félagas, comme on les appelait à l'époque, ou des représentants du FLN s'exprimer. C'est une situation, l'Angleterre, avec sa lutte, pas toujours très catholique, contre l'IRA, tous les pays ont été confrontés à ce type de situation. Ce n'est pas propre à Israël. Et ce film, Volksrock, est un film, en tous les cas, qui est universel, je dirais. C'est la raison pour laquelle il a intéressé également le public à l'intérieur à l'extérieur du pays. C'est sur la dimension tragique de la mort, du caractère arbitraire voire absurde de la vie et de la mort. C'est la question de la transmission. Le film est remarquablement construit, et c'est pas un hasard d'ailleurs que le héros, le père, soit architecte. Il y a des puzzles dont les pièces s'emboîtent les unes avec les autres, avec des effets miroirs qu'on comprend une fois qu'on a une vision de l'ensemble. Il y a cette référence à Cornelis Escher avec ses... Vous conseillez à nos auditeurs d'aller voir ce film, Alain. C'est un film intéressant. Alors, ceci étant, c'est un film qui est long, qui est d'un rythme qui est long et lent. D'accord. Moi, j'aurais tendance. Il y a des passages que j'ai trouvés remarquables sur le plan psychologique, sur le plan cinématographique. Globalement, je suis quand même mitigé quant à non pas la qualité du film. Quant au film, je trouve que, je dirais, pour résumer ma pensée, que les parties sont meilleures que le tout. D'accord. Il y a des passages qui sont très bien. Cette question de la transmission, de la mémoire, de
cette volonté d'une partie de la société de ne pas prendre en compte le contexte politique. Donc beaucoup de sujets qui sont abordés, qui sont des sujets importants à vos yeux. Qui sont susceptibles d'intéresser, mais d'une façon très fine, parfois peut-être un petit peu trop lente. Je pense qu'un montage plus dynamique aurait été recommandé. Très bien. En tous les cas, c'est un film de qualité. Ce n'est pas un film anti-israélien. Ok. En tout cas, merci d'avoir participé, de nous avoir donné votre avis sur ce film et ce festival. Merci Alain. L'important étant surtout de préserver la liberté d'expression des artistes et d'admettre que les artistes puissent nous interpeller. C'est ce que fait Israël. Jouer le rôle de poil à gratter qui doit être le leur. C'est ce que fait Israël malgré certaines protestations de part et d'autre. Merci beaucoup. Qui sont légitimes dès lors qu'elles respectent les règles et qu'elles n'essayent pas de faire taire. Merci Alain. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. À bientôt. Voilà. On continue avec ces auditeurs qui s'expriment ce matin sur des sujets différents. On a eu tout d'abord une rétrospective avec Félix qui nous a parlé de son passage de Tunis à Paris et à Jérusalem. Alain qui nous a parlé à présent du festival du cinéma israélien qui s'est tenu à Paris avec le film qui a fait un peu scandale, qui a fait beaucoup parler de lui, Foxtrot. Et nous allons continuer avec Eliane qui est avec nous en ligne. Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler avec nous ce matin de politique israélienne, puisque c'est un peu le sujet que vous aimez défendre en tout cas, et que vous aimez et avec un nouveau parti qui n'a pas encore de nom, hein, un nouveau parti qui va être créé par Orly Levy. Exactement, Orly Levy. Alors, c'est quelque chose qui... Écoutez, moi, ça faisait vraiment un moment que j'arrêtais pas de dire, mais il nous faut un parti de droite qui soit aussi social. Alors, en effet, tout d'un coup, on a ce petit miracle, boum, on a quelqu'un qui a l'air vraiment bien. Je n'ai pas assez étudié son dossier, je ne connais pas son programme. Ce que j'ai vu, c'est que cette femme-là n'a pas arrêté de défendre les défavorisés, les handicapés. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est sincèrement humaine et qui s'intéresse quand même aussi à la misère de son peuple. Donc ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup en Israël. Alors, c'est Orly Levy, donc elle a quand même aussi des gènes politiques assez intéressantes, puisque c'est la fille de David Levy, qui était ministre des Affaires étrangères, entre autres. Hein. Il a eu beaucoup de fonctions. Elle était elle-même députée du parti Israël Beiteinu, et elle a quitté le parti pour être indépendante. Et là, elle a annoncé la création de son parti qui se veut un parti, donc, comme vous avez dit, social, qui veut défendre les couches défavorisées de la population israélienne. Et la grande surprise, déjà, on va dire, c'est un parti qui est donné dans les sondages avec 5 ou 6 sièges, si je ne me trompe pas. 7 même, certains sondages avec 7, qui dépassent même Israël Beiteinu et qui dépassent aussi le parti de Moshe Kahlon, donc Kulanou. Alors justement, est-ce que c'est pas une reproduction un peu du parti de Moshe Kahlon, Kulanou, puisque Moshe Kahlon, lui aussi, vient de la droite, hein, puisqu'il était au Likoud, qu'il a quitté le Likoud pour créer ce parti, qui se veut aussi un parti, on va dire, social, qui veut protéger les couches défavorisées de la population israélienne. Oui, enfin, la différence entre Moshe Kahlon et Orly Levy, on va dire que lui, on lui a donné le pouvoir de faire des choses, d'accord ? Alors, juste, moi, vous savez, je ne suis d'aucun parti et je ne défends absolument personne en particulier. Sincèrement, je ne sais pas encore pour qui voter. Mmh. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ce qui est important, c'est d'être droit et juste
et de faire des choses intelligentes et efficaces, d'accord? Alors, si on reprend le profil de Moshe Kahlon, contre qui je n'ai absolument rien, mais enfin, ce monsieur quand même a été, tout le monde a voté pour lui la dernière fois parce qu'il nous a arrêté détruit le monopole du téléphone. Bon. Oui. Alors, premièrement, excusez-moi, mais c'est quand même important de préciser qu'il n'a fait que finir le travail de son prédécesseur qui s'appelle Ariel Attias, ok, Il est parti chasse. Que nous pouvons vraiment remercier d'avoir fait baisser le téléphone quoi. Mais c'est pas Moshe Kahlon qui l'a fait. Et puis maintenant, il est au pouvoir et moi franchement, je vois que il fait que des pansements quoi. Il va construire à Dimona. Dimona, il n'y a pas de travail là-bas. Les budgets pour l'éducation d'un enfant à Dimona, c'est une honte. Je veux dire, il y a les gens du Sud sont défavorisés au niveau éducation, santé, etc. Donc c'est un peu une déception, c'est-à-dire que c'était beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues par Moshe Kahlon. Non mais attendez, le problème en Israël, il est très très simple. C'est pas simplement que les salaires sont trop bas pour ce qui est du peuple en dessous qui vit. Donc je vous rappelle que le salaire médian il est à peu près net à 6 500, d'accord. Donc on peut pas vivre avec ça, excusez-moi. Ouais, non, c'est sûr. C'est voilà, donc le problème c'est pas seulement que les salaires sont bas, le problème c'est que la vie est trop chère. Et la vie est trop chère parce qu'on a plus de 100 monopoles. Donc, et en fait, il y a quelqu'un qui est payé par l'État, qu'on appelle un régulateur. Ce régulateur, son travail, c'est déjà de faire en sorte que la qualité de l'air ne soit pas avec, excusez-moi, c'est très important, 2500 morts par an de ziyum avir, de pollution de l'air. De pollution de l'air. Il est aussi censé vérifier que l'eau soit pas infectée. Il y a un million de trucs qu'il doit faire, mais surtout, il doit vérifier que les prix restent bas. Bon, alors, étrangement, bon, évidemment, on peut remarquer qu'ils sont loin de rester bas. On est à peu près 25% plus cher qu'ailleurs. Même nos propres producteurs, comme Osem, ils vendent moins cher aux États-Unis que chez nous. C'est juste un scandale. Etc., à n'en plus finir. Mais en fait, le régulateur qui est nommé, comme par hasard, à chaque fois, il finit par être directeur chez un des monopoles. Voilà, et tout le système est comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il se passe vraiment n'importe quoi à énormément de postes qui sont gérés par l'État. Si vous voulez, le peuple en général, je peux vous dire sincèrement, il y a une bonne partie qui sont pour Bibi parce que évidemment ils ont peur pour la défense et ils ont raison. Tant qu'on aura des ennemis, qu'on aura le Hamas avec qui signer la paix, bon, je comprends bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas une seule seconde. Donc on continuera à avoir un gouvernement de droite, d'accord ? Mais maintenant, pour ce qui est du reste, au niveau du gouvernement, il y a une énorme déception. Le peuple n'en peut plus de cette corruption généralisée de haut en bas, de droite à gauche. Et aujourd'hui, les gens, les Israéliens, je vous parle, ils ont besoin de sang frais. Ils ont besoin de gens qu'on sente que c'est sincère. Et c'est vrai qu'Orly Lévy... Et vous avez l'impression qu'Orly Lévy répond à ces critères? Ah oui. D'abord, premièrement... C'est une femme. On va séparer les choses. Il y a deux choses. D'abord, c'est une femme. On a un problème sécuritaire qui est très important. Qui est-ce qu'on va mettre pour la sécurité? On va mettre un guerrier. Oui. Ok, mais franchement, pour s'occuper de nos enfants, un guerrier, excusez-moi, on voit le résultat. C'est n'importe quoi. Donc, mettre une... qui est... Alors, évidemment, il y a quelque chose qui est très très important qu'il faut expliquer parce que les Français, la plupart du temps, n'ont pas vraiment bien compris ce qui se passe ici. Le système comment marche le gouvernement israélien, il marche uniquement avec une histoire de coalition. Donc, en fait, en Israël, si tu n'es pas représenté politiquement à la Knesset, tu n'existes pas. Ah non, mais t'es un citoyen de seconde zone. Il y a plein de Français qui disent oui, ils nous prennent pour des Sfarades, etc. Mais c'est pas ça le problème. C'est parce que tant qu'il n'y aura pas de Français qui nous représentera politiquement, et pour les Israéliens, on est une espèce d'entité, quoi. Ils ne nous voient pas, ils ne savent pas qui on est. On est juste des gens qui font un peu de bruit. Il faut absolument que les Français entrent en politique. Les Éthiopiens, par exemple, il y a un racisme quand même encore un peu important, mais c'est pareil, ils ne sont pas représentés. C'est quelque chose qu'il faut comprendre en Israël. Les handicapés ne sont pas représentés, ils touchent un salaire de misère. Et on ne peut pas dire, même si on dit, bon, alors les pauvres, tant pis, c'est leur problème, ils ne travaillent pas, bon, ok. Les handicapés, ils n'ont pas d'autre choix.
mais ils vivent avec même pas la moitié du salaire médian. Et Orly Lévy, vous pensez, alors dans un gouvernement, on va imaginer qu'on est en train de former le gouvernement, elle aurait quelle fonction? Ministre des Finances? Et ce serait génial. Hein. Ouais. Je pense que franchement, aux côtés de Benyamin Netanyahou, qui continuerait à s'occuper des problèmes de sécurité et des relations extérieures. Voilà, pour ce qui est de Benyamin Netanyahou, quand même, je veux me permettre quand même de préciser quelque chose. La plupart des gens vous disent, de toute façon, même si c'est vrai qu'on peut résumer ça en disant, par exemple, que pendant que nous, en Israël, on défendait notre territoire, en France, nos parents se battaient pour nos droits sociaux. En Israël, on s'est tellement occupé des problèmes sécuritaires qu'on a oublié les problèmes sociaux. On n'a pas qu'on a oublié, on n'a pas commencé, on est en 1950. En Israël, si je vous donne 2-3 chiffres, par exemple, on a 1,9 lits dans les hôpitaux pour 1000 personnes. Dans le CEDEAO, c'est 3,4. C'est-à-dire qu'ils nous font rigoler quand ils nous augmentent de 10% le social. C'est 100% qu'il faut augmenter pour qu'on arrive à la moyenne. On est les derniers de la classe pratiquement dans tout. Au niveau des IRM, par exemple, on est avant-dernier après le Mexique. Ouais. Le Mexique, le PIB du Mexique, c'est même pas la moitié, c'est même pas la moitié du nôtre. Donc on a laissé tout ça de côté. Ah mais vraiment. Donc il y a un boom extraordinaire à faire au niveau de la santé et de l'éducation. Et vous sentez et vous avez l'impression en tout cas que Orly Lévy a la possibilité de faire ça. De ce que j'ai vu de cette femme, je pense, excusez-moi, mais on a un problème de petit machisme qui est légitime vu la région où on se trouve envers les femmes. Cette femme-là, la différence avec les autres, c'est de par son père, j'ai l'impression qu'elle inspire déjà plus le respect. En plus, elle est née là-dedans, donc elle sait leur parler. Elle va dénoncer les choses, mais elle va pas être saoulante. Elle le fait avec le sourire. Et par exemple, pour le Shabbat, elle a voté neutre. J'aime bien cette idée qu'elle pense que... et d'un côté, il y a des gens qui sont religieux, c'est pas normal qu'on va leur donner de travail. Mais d'un autre côté, dans un pays où on n'a que le Shabbat comme jour de congé, qui représente plus de la moitié de 50% de la population qui n'est pas pratiquant, qu'ils ont envie d'acheter une glace à leur gamin samedi. Voilà, donc c'est bien qu'elle ait voté neutre. Par exemple, la loi pour protéger Bibi, elle a dit, vous voulez pas créer une loi pour protéger les premiers ministres. Vous voulez protéger cette personne-là qui se trouve en mauvaise situation. Donc pour ça, je vote contre. Elle m'a l'air d'être quelqu'un vraiment juste. D'accord. Ben écoutez, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on va voir déjà si elle va créer son parti. En tout cas, elle a annoncé de toutes les manières qu'elle va créer son parti. On va voir aussi si elle sera la surprise, comme on dit, la surprise des prochaines élections, qui pour le moment ont été évitées, mais on n'est jamais à l'abri d'élections anticipées en Israël. Oui. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Eliane. Merci beaucoup d'avoir participé ce matin à notre émission. Et on vous souhaite bonne journée. À très bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on termine. On vous donne la parole donc d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et n'oubliez pas le numéro de téléphone pour nous contacter 050 430 80 20 050 430 80 20 pour participer à vous donne la parole. Merci de votre attention. À la semaine prochaine. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.